Bienvenue au talk de Al24 News en direct de la SAFEX, l'événement de la semaine. Bien entendu, c'est l'IATF, la Foire internationale du commerce inter-africain. On poursuit notre discussion autour du sujet. Eh bien, c'est quoi le sujet? Tout bonnement, faciliter, densifier le commerce inter-africain. C'est l'objectif de cette IATF. 2000 exposants, plus de 80 pays représentés, pas uniquement africains d'ailleurs. Comment stimuler le commerce inter-africain? Comment le financer surtout? Et quel retour de ces opérateurs algériens qui tentent l'aventure africaine? On en parle et c'est tout de suite. Investir dans les pays africains ou justement même les Africains qui investissent en Algérie, ça va dans les deux sens. Comment ça se passe? Quelles sont les institutions qui accompagnent ces opérateurs? Quels sont les obstacles? Au contraire, quels sont les avantages qu'on retrouve sur le terrain africain? Et ben, ce soir, nous avons deux témoignages, ou en tout cas deux expertises qui vont nous permettre peut-être de y voir plus clair. Tout d'abord, je reçois, très heureux de vous recevoir, c'est Warda Baylich, spécialiste de la transformation numérique. Bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir, madame. Ravi d'être à nouveau parmi vous. C'est un plaisir. Et avec vous, juste à côté, c'est Mouaz Khaireddine, gérant de Afridat, exportateur de dates vers le Sénégal et président du conseil d'affaires algéro-sénégalaise. Bienvenue. Merci, monsieur Karim, et salut à nos auditeurs. Si vous êtes le bienvenu, il vous salue certainement. Alors, madame Warda, première impression de cette IATF, vous qui êtes dans un domaine bien précis, la transformation numérique, quel retour, quel ressenti vous avez? Comment vous direz que cet événement se déroule? Alors, premièrement, c'est un événement plus que nécessaire et qui tombe, si je puis dire, à pic, vu la conjoncture internationale et la vitesse à laquelle les différentes technologies évoluent. Et je suis ravi d'être là et de découvrir, disons, un événement en pleine effervescence, de constater qu'on a plusieurs secteurs d'activité qui sont présents ici, de différentes tailles au niveau des entreprises. Nous avons des start-upers, donc des entrepreneurs très motivés, et nous avons aussi la partie PME, mais aussi des grandes sociétés, type Stellantis pour la partie automobile. Donc, sincèrement, je souhaitais adresser mes félicitations aux organisateurs, et fier que, effectivement, cette année, l'Algérie soit hébergeante de l'événement. Monsieur Khaireddine, Mouaz, votre retour de ces presque 3 jours d'événements ici à l'IATF? Franchement, c'est une nouvelle pour l'Algérie, dans le sens où c'est la première fois qu'on organise un événement africo-africain. Ça, c'est très important, vu la nouvelle dynamique et les nouvelles sensibilités dans le monde du commerce international. J'estime personnellement que c'est l'occasion pour un nouveau relan du business algéro-africain ou africo-africain dans les deux sens. Alors Mouaz Khaireddine, je reste avec vous. Alors on entend depuis le début de la semaine qu'il est grand temps d'investir en Afrique. Il est temps de nouer une relation commerciale et solide, plus dense avec l'Afrique. Vous exportez des dates depuis plusieurs années vers le Sénégal. Cela fait presque 15 ans, je crois. Alors ce retour d'expérience, question toute simple, est-ce que c'est facile, tout bonnement, d'exporter, de travailler, d'investir au Sénégal? Oui, le commerce international, il a ses spécifications. La culture de l'exportation, c'est une nouvelle culture depuis une dizaine d'années en Algérie. Maintenant, dans toutes les entreprises, tout le monde accueille un département export. Et ça, c'est très important. Donc, après, dans tout commerce, il y a un risque. Donc, il faut le prendre, il faut oser et ne pas être timide. Les entreprises algériennes ont déjà commencé depuis pas mal d'années à envahir le marché africain. Dans le cas de notre entreprise, nous sommes dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes prêts à partir de Dakar. Nous avons choisi cette destination Dakar parce qu'elle a une petite marge d'avance sur certains pays qui sont enclavés ou moins développés. Et pour le moment, ça marche bien pour nous. C'est-à-dire, vous parlez de stabilité, vous parlez d'environnement, de législation peut-être. Il y a la stabilité, la législation.
le Sénégal, c'est la première démocratie d'Afrique. Donc, on a quand même quelques garanties en s'établissant là-bas. On a choisi ce pays par rapport à ces intérêts-là. Après, toute l'Afrique est en train de se découvrir de nouveau, vu les sensibilités internationales, vu les intérêts internationaux. L'Afrique est en train de devenir un peu le nouveau marché du monde. C'est ce que disent les rapports de la Banque mondiale, en tout cas. Les chiffres, les chiffres sont connus. C'est le plus taux de croissance en Afrique, dans le monde, c'est en Afrique. Il y a même des pays qui ont un taux de croissance à 2 chiffres. Donc, il faut en profiter. Avant, on importait des produits dans un pays africain en passant par un autre pays, pour ne pas les citer. Maintenant, hors Afrique, maintenant, les Africains sont en train de se réveiller. Et cet événement qui est la 4e édition, mais même qu'on peut dire que c'est la 3e édition, puisque la première édition c'était en 2018 à Durban en Afrique du Sud. La 2e et la 3e c'était en Égypte. L'Algérie a eu la chance, je dirais, de passer, de prendre cette 4e édition. Et l'Algérie, Dieu sait que c'est la porte de l'Afrique. Donc, on espère être la locomotive de cette nouvelle dynamique africo-africaine. Alors Madame Warda, vous êtes dans un domaine très particulier, très différent. Qu'est-ce que cet événement peut apporter au domaine numérique en général? Tout le monde parle de la révolution numérique. Est-ce que l'Afrique est partie prenante de cette révolution? De ce que j'en ai vu, oui. Tout à fait. Et j'en suis ravie. Ce que j'aimerais apporter comme perspective, c'est pourquoi je suis là. Ça pourrait potentiellement inspirer d'autres entrepreneurs et chefs d'entreprise à venir visiter l'IATF. L'objectif pour moi ici est multiple, mais au niveau des technologies, c'est de comprendre aujourd'hui les sociétés africaines, comment elles utilisent cette nouvelle technologie, dont l'intelligence artificielle. Donc au niveau de l'automobile, comment l'IA est utilisée. Au niveau de l'industrie, comment l'IA est utilisée. Et ainsi de suite au niveau de chacune, disons, des verticales, au niveau des secteurs d'activité. L'enjeu, je vous avouerai, il est énorme. On parle de 44 milliards de dollars comme objectif cible de signature de deal durant cet événement. Et j'y crois parce qu'on a de très très beaux opérateurs économiques ici présents à l'IATF. Il y a une volonté des différents gouvernements. Ils étaient présents lors de l'ouverture notamment de l'IATF. Donc la perspective, elle est énorme. Le potentiel, il est énorme. Nous attendons avec impatience le chiffre à la fin de l'IATF et surtout de concrétiser avec les différents opérateurs ici présents. Alors, en termes de quantité, je reviens à votre secteur d'activité, en termes de quantité de dates, cela représente quoi le secteur au Sénégal et comment un opérateur comme vous, deuxième petite question sous-jacente, et comment un opérateur comme vous arrive à faire face tout bonnement à la concurrence? Oui, dans le commerce international, la concurrence, moi j'ai toujours dit que c'est une guerre, le commerce international, qui a le meilleur produit au meilleur prix. Donc en Algérie, on arrive à produire des produits aux normes européennes et au prix africain, on va dire, puisque le pouvoir d'achat en Afrique, il est assez bas. Donc nous, on fait beaucoup d'efforts pour essayer de trouver la moyenne entre les normes de l'OMC, puisque tous les produits alimentaires sont liés à des normes internationales. Donc on a toujours des produits qui sont en normes. Après, c'est une concurrence rude, je ne vous cacherai pas. Même si notre produit qui est la Deglet Noor et d'autres variétés de dattes autres que la Deglet Noor se vendent un peu partout dans le monde, mais on a une part de marché très importante en Afrique et c'est très important. Kheldin, quels sont les outils institutionnels qui sont mis à la disposition des opérateurs économiques comme vous, ceux qui tentent l'aventure africaine? Oui, bon, en réalité, l'Algérie a commencé cette dynamique en 2015 lors des assises du commerce extérieur
Donc c'est là où la dynamique de l'export a commencé en Algérie, la culture de l'export a commencé. Après, depuis, on a évolué à travers la structure, le filiale de la SAFEX qui s'appelle Tasdir, qui est une entreprise EPE spécialisée dans les salons, en organisant des salons. Bon, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas un mois où Tasdir n'est pas présente dans un salon au monde. Donc, là, ce n'est pas spécialement l'Afrique. Il n'y a pas un mois où on n'est pas présent. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, aux Amériques, que ce soit en Asie, Tasdir fait beaucoup d'efforts. Ce n'est pas pour dire, mais croyez-moi que Tasdir fait beaucoup d'efforts. Et surtout en Afrique, depuis 3 ans, depuis 2023, on va dire, il y a eu l'ouverture de showroom algérien à Nouakchott, un deuxième à Dakar et un troisième bientôt à Abidjan. Donc ça permet un accompagnement pour les opérateurs algériens et spécialement pour les primo-exportateurs qui connaissent pas, qui sont en train d'acquérir cette expérience. Des conseils d'accompagnement. En plus des banques que l'Algérie a créées en Mauritanie et au Sénégal. Maintenant, par rapport au ministère du Commerce, ça c'est depuis près de 25 ans. Il y a un fonds qui accompagne les exportateurs. C'est le FSPE, c'est le Fonds spécial de la promotion des exportations. L'ex-Algex jouait aussi un rôle important d'accompagnement par rapport aux règles, aux lois dans les pays qu'on choisit. Donc le FSPE, il prend en charge 80% des frais d'exposition. Ça, c'est très important. Il prend en charge 50% des frais de transport. Tout ça, ça soulage un peu l'opérateur économique qui veut tenter le trésor public pour les opérateurs. Et donc, très bien. Tous les outils sont là, et même d'autres outils en perspective. Alors, Madame Warda, quand on veut opter pour l'intégration commerciale en Afrique, on compte aussi sur le réseau en général, le réseau routier, réseau ferroviaire, les ports, et aussi le réseau numérique, c'est-à-dire le transport de la donnée numérique. L'Algérie a fait beaucoup d'investissements dans la fibre optique. Elle a été une partie prenante de cette initiative très vite. Est-ce qu'on peut faire un bilan sur quelques pays africains, eux qui ont aussi opté pour la même politique, on va dire? Est-ce qu'on a un bilan? Alors, monsieur souhaite rebondir, j'aimerais juste compléter vos propos, c'est qu'on a aussi actuellement, l'Algérie initie un pilote à travers 8 wilayas au niveau de la 5G aussi, donc le déploiement des antennes 5G. Donc effectivement, on est en avance par rapport à certains pays d'Afrique. On a, disons, une certaine maturité par rapport à d'autres. Pour répondre à votre question, j'ai eu écho et j'ai, à travers mon réseau, effectivement, que le Congo, que la Tunisie et le Sénégal et d'autres pays sont effectivement en avance au niveau de la technologie, ont cette volonté de déployer les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Vu les enjeux économiques, nous devons avoir cette nouvelle technologie embarquée, déployée. Nous, en tant qu'entrepreneurs, aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir en fait être embarqués dans ces différents enjeux pour, encore une fois, c'est-à-dire apporter en fait notre expertise, notre savoir-faire à travers en fait ces différents pays et je l'espère à travers l'Afrique durant cet événement. Alors au début de notre conversation, on aurait dû peut-être poser les définitions rapidement. On confond peut-être l'intelligence artificielle, la donnée et la statistique avancée. Rapidement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle et qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour l'Africain d'aujourd'hui? Alors l'intelligence artificielle, il n'y a pas une définition précise et globale. Alors, de ma propre perspective, l'intelligence artificielle, je la vois et je la transmets comme des systèmes intelligents. Ce n'est pas une intelligence comme nous l'avons, mais c'est disons des algorithmes mathématiques qui sont derrière. Vous avez parlé de statistiques, c'est exactement ça. Il y a différents types d'algorithmes. Ce que j'aimerais que nos chers auditeurs retiennent, c'est que si ces systèmes intelligents fonctionnent d'une certaine manière, c'est qu'ils récupèrent en fait nos données. Donc vous parlez de données. Les informations que nous utilisons aujourd'hui, admettons aujourd'hui chacun de nous utilise des smartphones. Je les vois ici sur la table posée. Ces smartphones accumulent tous nos usages.
si on appelle, c'est stocké, à quelle heure on a appelé. Si nous ouvrons certaines applications de réseaux sociaux, l'heure et quel post nous avons consulté, liké, interagi en fait avec les différentes applications, toutes ces informations-là sont stockées. Pareil au niveau de l'industrie, pareil. Donc on peut répliquer en fait tous ces usages à partir du moment où on a un usage et qu'il y a un stockage d'informations. Ces données peuvent être récupérées, analysées, structurées, transmises, réutilisées. Et l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'avec cette volumétrie de données qui ne cesse de grandir, on a la possibilité de prédire. Donc là, je ne parle pas de l'intelligence artificielle générative qui a été mise à la mode et tendance grâce à ChatGPT internationalement. Là, je parle plutôt de l'intelligence artificielle, ce qu'on peut appeler IA forte. Forte, oui. Alors que l'IA générative, c'est plutôt l'IA faible. Donc l'IA forte, aujourd'hui, pour moi, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de l'IA forte. C'est-à-dire la possibilité d'inventer, de créer, de modeler des systèmes intelligents qui vont nous permettre d'avoir une prédiction dans l'avenir, de pouvoir créer, disons, d'atteindre une quête quelque part que chaque chercheur, entrepreneur à travers le monde et les big tech cherchent à atteindre, c'est la super intelligence. C'est-à-dire atteindre... Allez-y, terminez. Merci beaucoup. Atteindre potentiellement une intelligence que nous-mêmes on ne pourrait pas imaginer et donc potentiellement imaginer et créer grâce à cette super intelligence des éléments qu'on n'aurait même pas, disons, pensé. C'est-à-dire que potentiellement on pourrait vivre sous l'eau, c'est souvent l'exemple que je réutilise. C'est-à-dire par exemple M. Khaleden pourrait peut-être plus esquisser ou en tout cas dessiner le profil des goûts du Sénégalais moyen par rapport à la date. Est-ce que cette date par rapport aux saisons, par rapport à ses us et coutumes durant l'année, il y a aussi une approche de segment à faire par rapport aux consommateurs. Alors tout à fait, vous avez la segmentation du consommateur, mais vous avez aussi une classification à effectuer. Donc en termes d'indicateurs, ils sont multiples et effectivement à votre niveau, vous pourriez anticiper donc effectivement les besoins des clients au niveau du Sénégal, de pouvoir segmenter géographiquement quelles sont les meilleures régions au Sénégal, les meilleures villes auxquelles en fait il faut le livrer, à quelle fréquence dans l'année, parce qu'il y a une question de climat, disons de saison. Donc il y a différents indicateurs qu'on peut effectivement ériger grâce à l'intelligence artificielle et surtout aujourd'hui automatiser donc pour optimiser les coûts et optimiser la productivité. Ça pourrait vous donner une idée, M. Khaleden, par rapport à cet outil. Même si on utilise déjà la statistique, voilà. manière. Non, on utilise déjà les réseaux sociaux pour faire connaître nos produits, mais ça c'est carrément, ça permet de cibler précisément et d'aller droit vers le but. On gagne du temps, ça c'est sûr, avec l'intelligence artificielle. Donc c'est les débuts, donc à bon entendeur, c'est enregistré, c'est noté. Alors l'Afrique a servi durant longtemps, trop longtemps, à enrichir les étrangers. L'Afrique, on le disait, c'était un peu le grenier du monde. C'est encore un peu le cas quand on voit les relations interafricaines. C'est 15% entre les pays africains, alors qu'avec la Chine, c'est 30%, avec l'Europe, c'est 15%. Est-ce que, bien sûr, bien entendu, il y a une volonté d'États africains de commercer entre eux, mais encore, est-ce que la volonté suffit? Est-ce qu'il ne faut pas aussi drainer d'autres opérateurs, peut-être d'autres acteurs étrangers? Est-ce que ça suffit juste la volonté politique? Moi, ça fait longtemps que je dis que le train a démarré en Afrique. Ça, c'est une certitude. Après, cette culture d'échange intra-africain, elle est toute récente, pour dire la vérité. Même si nous, on a commencé à exporter, les Algériens, les opérateurs algériens, ils ont commencé à exporter depuis plus d'une quinzaine d'années, mais cette culture intra-africaine, elle est toute récente, vu les nouvelles sensibilités économiques et les nouveaux pôles économiques qui se créent. Il y en a d'autres qui se cassent. Il y a des pays qu'on croyait imbattables qui sont en pleine crise. Donc on essaye de restructurer carrément les échanges mondiaux de commerce. Donc l'Algérie doit jouer son rôle. On est la porte de l'Afrique. Ça, il n'y a rien à dire. Les moyens sont mis et sont en train on les voit sur le terrain à travers la transsaharienne, à travers la nouvelle restructuration des compagnies maritimes. On a restructuré les CNAN, NASCO et tout ça. Maintenant, ils sont restructurés.
l'Algérie, il y a des investissements dans les chantiers navals en Algérie. Donc, le transport maritime est en train de se développer. Et le transport routier aussi, le transport ferroviaire aussi. Vous êtes bien au courant des nouvelles lignes ferroviaires. Et Dieu sait que les États-Unis se sont développés grâce au train, grâce aux lignes ferroviaires. Eh ben, au risque de me répéter, l'Africain s'est réveillé. Et maintenant, toute chose a un début. Et je pense qu'on y arrivera facilement même. Alors, Madame Warda, allez-y, vous voulez peut-être rebondir? Exactement, effectivement, parce que j'aime beaucoup ce que j'ai entendu. Ce que j'aime, disons, dire, c'est qu'on n'est plus que consommateur, on est aujourd'hui créateur, tout à fait. Et je vois l'Algérie comme une terre d'avenir. On a tout ce qu'il faut, que ce soit en termes de ressources financières, humaines, territoriales. Donc on a la volonté de faire. J'ai croisé à travers le stand du ministère de la Jeunesse, Monsieur Lounès se reconnaîtra, c'est une association qui permet aux jeunes Algériens de créer, de lancer des projets. J'ai vu un prototype de drone, une ferme intelligente, donc totalement financé. Donc il y a une volonté de faire, il y a des actions qui sont menées. Donc j'ai vu qu'il y avait autant effectivement de la communication, mais j'ai palpé qu'il y avait aussi du concret. Et ça pour moi c'est absolument important en tant qu'entrepreneur. Et juste pour ajouter, franchement, en tant qu'opérateur algérien, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans mon domaine d'export de date. Avant, on se plaignait toujours d'une certaine volonté politique. Là, on la voit, elle est là. Quand le président de la République insiste pour qu'on aille devant et qu'on avance, etc., c'est très encourageant. On sent qu'il y a un accompagnement, même si l'État ne commerce pas. Ce n'est pas un commerçant, l'État. Mais il est là. Il y a une volonté politique. Les lois ont changé, que ce soit pour investir ici ou même pour investir à l'étranger. Des lois sont en train de... la loi de la monnaie est en train ils sont en train d'optimiser peut-être. Voilà, les juristes sont en train de réviser, etc. Et l'Algérien pourra investir dans des bureaux de représentation, dans des structures carrément de stockage ou de vente à l'étranger. Et donc la dynamique, elle est là. Maintenant, on remarque même qu'il y a des nouvelles start-up qui s'intéressent spécialement à l'export, qui font des efforts pour augmenter le volume. Là, j'ai reçu dans notre stand des jeunes ingénieurs qui disent voilà, moi je suis prêt il te fait une présentation convaincante pour encourager ton opération d'exportation. Alors, Madame Warda, je reviens vers vous. Alors, on entend beaucoup de choses sur le numérique, on va dire les choses comme ça, ou plutôt l'intelligence artificielle par rapport à l'Afrique. Quand par exemple, on lit les bilans, en tout cas les prévisions de la Banque mondiale, on dit que le PIB en Afrique va tripler, voire quadrupler. Et même dans le numérique, il y a déjà, par exemple, des entités étrangères qui commencent déjà à investir en termes au niveau des câbles, pour Internet, pour la fibre optique, et ça concerne aussi l'Afrique. L'Afrique devient aussi un réseau, un appel d'air pour les investisseurs, pour le futur réseau du numérique. On parle des Chinois, par exemple, avec une offensive très agressive. Est-ce que vous le voyez, vous? Est-ce que vous le constatez? Est-ce que c'est un marché, ça commence à devenir un marché, le numérique en Afrique? Alors, il n'est pas en train de le devenir, il l'est déjà, et ça fait déjà un petit moment. La question que je me pose, moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est comment pouvons-nous créer des synergies et comment pouvons-nous effectivement collaborer, coopérer en fait dans ces grands projets, ces projets d'envergure. Au niveau du réseau, effectivement, comme vous l'avez mentionné, mais au-delà de ça, je vois aussi une coopération nécessaire. Là, c'est un message que je transmets, et c'est une vision que je transmets, que j'aimerais transmettre. C'est que nous pouvons créer un marché économique pour l'Afrique, donc intra-africain, donc pour répondre aux besoins du marché intra-africain. Mais aussi, il ne faut pas oublier, j'aime bien le rappeler, c'est que nous pouvons aussi économiquement créer des produits, des solutions, ou potentiellement même un écosystème qui peut potentiellement ne pas répondre à nos besoins en Afrique, mais répondre
au monde, donc aux besoins du monde, que ce soit l'Asie, que ce soit les États-Unis, donc, ou encore l'Amérique du Sud, peu importe, mais l'enjeu économique est bien là et nous avons encore une fois toutes les compétences pour répondre en fait à ces enjeux économiques. Donc changeons de perspective, changeons la direction du focal pour voir vraiment une vision globale parce que nous avons un potentiel et au-delà de ça, je l'ai vu sur le terrain encore une fois, on a du concret. Alors on a du potentiel, les prévisions économiques concernant l'Afrique parlent d'une croissance, peut-être des fois même à deux chiffres concernant certains pays, mais d'une certaine manière ça veut dire que l'Afrique n'est pas un terrain acquis. Qu'est-ce que l'Algérien, l'opérateur algérien, s'il devait exister un avantage, où est-ce que s'y situerait cet avantage par rapport aux autres concurrents? S'il devait exister, bien entendu. Hein. Moi je dirais d'abord géographiquement, on est très bien situé pour être la porte de l'Afrique. Déjà géographiquement, on a un avantage. On a l'avantage de l'énergie. C'est pas tous les pays d'Afrique qui sont riches en énergie. Donc ça c'est un deuxième avantage. Je vais dire aussi cette culture mondiale. Les Algériens, la diaspora algérienne, elle est un peu partout dans le monde. Il n'y a pas un pays où tu ne trouves pas un Algérien. Donc ça c'est des avantages que nous avons, que nous devons mettre en valeur et profiter de notre situation. Après aussi, par rapport aux autres pays, vous savez, l'Afrique est en train de recenser ses richesses. Avant, c'était, les Occidentaux je vais oser le dire, avant c'était soit les colons ou les autres pays qui disaient oui, au Mali vous avez de l'or, en Algérie vous avez du pétrole. C'est eux qui choisissaient qui doit faire quoi. Or, on vient de découvrir qu'on est très riche. En fer, on est très riche et d'autres pays sont en train de... Donc il y a un recensement, un travail nouveau qui est en train qui est sur place. Et c'est pour ça que l'Afrique et même l'Algérie, on est convoité par toutes les forces économiques mondiales. Que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, tout le monde maintenant veut s'accaparer cette potentialité ou cette richesse. Ou ce continent et essayer de prendre leur part comme nous, on prend notre part aussi dans les autres marchés et dans les autres continents. Attention. On revient juste après Warda, je vous donne la parole. On m'annonce qu'il faut faire une petite coupure pub, ça nous permettra de nous reposer un tout petit peu. On revient tout de suite après, coupure publicitaire et on revient dans quelques secondes. Deuxième partie du Talk 24 News, on va parler, ou on a parlé de l'IATF et ce soir nous avons reçu, ou nous recevons encore, puisque la conversation va durer encore quelques minutes avec deux opérateurs économiques. Alors il s'agit de d'abord honneur aux dames, Warda Belaïch, spécialiste de la transformation de la donnée numérique, conférencier international. Également avec nous Khaireddine Mouaz, exportateur de date vers le Sénégal, qui viennent nous livrer leur expérience, leur point de vue, aussi leur analyse et tout simplement leur avis sur cette IATF, sur l'Afrique, sur eux-mêmes et sur beaucoup d'autres choses. Alors, Khaireddine Mouaz, pardon, Warda, vous vouliez réagir avant la pub, je reviens vers vous, je n'ai pas oublié. Allez-y. Merci infiniment, barakallahu fik. C'est concernant les belles paroles en fait, de monsieur, je souhaitais rebondir, c'est qu'on a un héritage. Donc en Algérie et en Afrique, nous avons un héritage, nous devons en être fiers. Et pour moi, c'est une force que nous avons. C'est-à-dire qu'au-delà de copier les concurrents à l'international, nous avons par nos ancêtres et notre histoire la possibilité de créer potentiellement quelque chose qui n'existe pas ailleurs, imaginer quelque chose de nouveau. Donc merci infiniment monsieur. Donc ça il faut le perpétuer, il faut le pérenniser. Donc économiquement parlant, culturellement parlant et disons 360 degrés. Alors, Khaireddine Mouaz, vous êtes au Sénégal. Je vous pose une question comme ça. Est-ce que vous prévoyez de vous étendre ou d'exporter la date vers d'autres contrées? Est-ce que d'autres pays sont à l'étude? Est-ce que vous êtes en train d'évaluer d'autres marchés africains ou peut-être limitrophes à l'Algérie? Je ne sais pas, je vous pose une question un peu... Pour dire franchement, de secret Sénégal, professionnel, mais j'ose. On n'est plus les seuls. En 2011, c'est vrai qu'on était les premiers à exporter, mais maintenant...
grâce à des opérateurs, puisque dans ma vocation, j'allais dire, j'aime l'export. Donc j'ai encouragé plein d'opérateurs dans mon domaine. Parce dans un pays, il faut partir en force. Il ne faut pas partir tout seul. Tout seul, vous allez recevoir des coups et on va vous casser. Mais dans n'importe quel continent, il faut toujours, si vous avez remarqué, généralement, c'est une sorte de consortium de sociétés. Même s'ils ne sont pas vraiment dits, ils existent. C'est-à-dire que il y a plein de sociétés algériennes maintenant qui sont installées au Sénégal. Le Sénégal, c'est la capitale presque de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand vous dites Sénégal, c'est pas moins de 15 pays qui ont la même monnaie, qui ont les mêmes règles économiques, etc. Donc, c'est une sorte de Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai toujours appelé... de hub qui dit pas son nom. Voilà. Et les parts de marché, elles ne cessent d'augmenter, ça c'est sûr. Maintenant, pour d'autres pays plus éloignés, on a eu de la demande là, mais croyez-moi que j'essaie de faire venir d'autres opérateurs pour dire venez, il y a de la demande encore plus parce qu'il y a des pays qui ont découvert l'Algérie. Là, à cet événement, l'IATF. À cet IATF, leurs ambassades, elles connaissent l'Algérie, mais les opérateurs ne connaissaient pas. Il y en a même qui m'ont dit, Wallah, c'est sérieux ce que je vais dire. Il dit, et vous êtes en Europe ici. L'Algérie ne leur a plu. Donc, généralement, on va dans un pays parce qu'il est attractif. Il est propre, il y a des infrastructures, il y a des facilités. Ils ont trouvé ça à cette occasion-là de l'IATF. Donc franchement, j'estime que c'est réussi sur le plan relationnel. Même s'il n'y a pas de chiffres, contrats, et encore, on verra, comme disait madame, et on attend les chiffres. Moi, j'estime qu'on a déjà acquis cette porte de l'Afrique, c'est-à-dire les gens, ils veulent faire des affaires en Algérie. Les gens, je parle des étrangers, des autres pays africains. Il n'y a pas moins de 42 ou 43 pays qui sont présents à l'IATF. Donc ces pays-là, hier, on a fait une réunion avec le Conseil d'affaires algéro-sénégalais que je préside. Et ouais, mais ils veulent maintenant, c'est eux qui veulent venir en Algérie. Et Dieu sait qu'ils ont des ressources. Ils ont des ressources, dans le domaine du cosmétique, ils produisent beaucoup de kératine et des produits cosmétiques. Ils veulent c'est eux qui veulent venir investir. On a dit oui, il n'y a pas de problème, venez investir en Algérie. Et vice-versa. Donc des parts de marché, c'est sûr, parce que la croissance, elle est là. Donc la consommation, elle augmente chaque année. Et 70 ou 75% de la population africaine est jeune. Donc ça consomme, il n'y a rien à dire sur ça. Voilà, Blaïch, la population africaine est jeune. On sait que l'outil de l'Internet en général parle d'abord aux jeunes, pas uniquement, mais surtout les jeunes. Et parfois, cet outil de l'Internet permet de transformer l'Afrique. On a vu pas mal de PME dans les nouvelles technologies utilisent l'Internet. L'Internet est en train de peut-être, c'est une révolution en soi. Est-ce que l'Afrique pourra fluidifier sa culture de l'entrepreneuriat, son made in Africa d'une certaine manière avec l'outil de l'Internet, voire du numérique? Alors, je me permets d'ajouter une autre de mes casquettes, c'est que je suis parmi les ambassadeurs du cluster digital africain et Women Tech Network. Et j'ai le plaisir de vous dire que oui, l'Afrique déjà propage ses différentes forces à l'international. L'objectif, comme a indiqué M. Abdelmajid Tebboune durant son discours d'ouverture, c'est de positionner l'Afrique parmi un acteur économique fort, puissant, à l'échelle internationale. Effectivement, donc sur l'échiquier économique. Et ce que je souhaiterais ajouter, c'est que la société Cadencoso, et effectivement, pour ne pas me tromper au niveau de leurs termes, de leur nom, c'est M. Sissoko qui était présent au CIC en tant que conférencier. Le Carrefour Cadencoso, il faut savoir que
L'Algérie forme environ 30 000 étudiants africains, donc venant d'Afrique. Et c'est des étudiants qui sont, disons, promis à être les futurs leaders d'Afrique. Donc que ce soit des présidents, des ministres, des ambassadeurs ou futurs PDG de grandes sociétés africaines. Donc on peut en être fier qu'on a déjà des synergies qui sont en place. On a des partenariats qui sont concrets et encore une fois, pour répondre à votre question, c'est que l'Afrique est bien présente à l'international. J'en fais partie. Je suis ambassadrice du cluster Digital Africa depuis la France et à l'international à travers mes différentes conférences. Donc nous sommes là, nous sommes partout et nous sommes fiers. Et l'avenir se dessine sous les meilleurs auspices par rapport à l'outil de l'Internet et l'intégration africaine. D'après ce qu'on a entendu par rapport aux représentants des PME, en tout cas des spécialistes de la question et de l'IA en particulier. Quand on veut s'installer au Sénégal, Monsieur Khaireddine, quel conseil vous donneriez, je ne sais pas, à un jeune ou des particuliers ou un groupe de personnes qui voudraient tenter l'aventure? Qu'est-ce que vous leur direz de ne pas faire déjà en premier? Quels sont les risques? Quels conseils tout bonnement vous leur donnerez? Là déjà par rapport à un primo-exportateur, nous à l'ANEXAL, à l'Association nationale des exportateurs algériens, on fait carrément des conférences ou des formations pour les primo-exportateurs gratuitement comme ça pour les encourager à aller sur la bonne voie. Après, il y a les garanties, on a la CAGEX qui est la compagnie algérienne des garanties des exportations. Ça c'est très important. Ils ont aussi le showroom de Tasdir qui permet aux entreprises de faire connaître leurs produits, de donner une certaine garantie par rapport au paiement, par rapport aux lois qui existent dans ce pays. Quand on exporte un produit, généralement il y a des lois par rapport à l'étiquetage, par rapport aux frais, aux droits de douane, etc. Donc tout ça, c'est un travail avant qui était difficile. Il suffit de prendre contact avec Tasdir et Algex, parce qu'on attend, là, il va y avoir carrément une structure, bientôt un nouveau-né en Algérie qui s'occupe que de l'export. Bien sûr, il y en a un autre qui est prévu pour l'import, mais bon, nous on va parler export. Cette structure-là va encore encourager et accompagner les opérateurs pour pas qu'ils fassent des erreurs, ou qu'ils perdent de l'argent, ou qu'ils fassent une mauvaise expérience et qu'ils arrêtent ça. Donc, pour moi, il faut oser d'abord. Ça, il y a un risque, il n'y a pas, même ici, au niveau national, quand on a une entreprise, on prend des risques. Il y a forcément un risque, bien sûr. Donc, le risque zéro n'existe pas, faut le dire. Le risque zéro n'existe pas. Mais j'encourage surtout, par rapport à la compagnie algérienne des exportations à la CAGEX, il faut toujours, parce que la CAGEX fait des enquêtes sur les clients avec lesquels tu es en contrat. Elle peut te dire, elle rembourse au cas de non-paiement justifié, bien sûr. Elle rembourse, elle te paye jusqu'à 80% de ton produit si ton client ne paye pas. Fait défaut, oui. Fait défaut. Mais elle te dit aussi à l'avance, attention, ce client, il ne faut pas travailler avec lui. Donc, pardon, il y a aussi la CAGEX, c'est-à-dire l'assureur. C'est ça, c'est la compagnie algérienne des garanties des exportations. Mais il y a d'autres types d'assurances. Il y a d'autres assurances, oui. Qui, pour le Sénégal, vous donnerez le feu vert. Mais par exemple, si on décide d'aller, je ne sais pas moi, au Nigeria, en Angola, dans des pays... La CAGEX couvre tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays qu'elle couvre pas. Elle a des partenaires partout dans le monde. Donc elle-même, elle est garantie par elle a des garanties d'autres partenaires dans le monde. Voilà, c'est un soutien, tout simplement, un accompagnement. Il y a d'autres assurances à l'export. Mais je dirais que la CAGEX, c'est celle qui a le plus d'expérience qui a toujours fait preuve de bons accompagnateurs et assureurs à l'export. Alors, Warda Belaïch, vous faites aussi des conférences à l'international sur le numérique en général, l'intelligence artificielle aussi. Qu'est-ce que vous répondez sur les gens qui sont un peu sceptiques par rapport à cette donnée numérique qui se
balade un peu partout. Il y a parfois des vides juridiques, on ne sait pas ce qu'on fait des données. En tout cas, il y a une espèce d'un appel à la vigilance par rapport à la non-protection de ces données, que ce soit en entreprise. On se demande où ces données vont. Certains disent que ça va vers les grands groupes consommateurs pour pouvoir prévenir nos futures pulsions d'achat, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous répondrez à ces inquiétudes ou à ce scepticisme? Alors en quelques secondes, parce qu'effectivement c'est un long sujet, alors, en 3 points. Le premier point, il ne faut pas être sceptique, mais plutôt être éveillé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se passer de cette nouvelle technologie, il faut absolument se former et l'embarquer au sein de vos sociétés, car il y a un enjeu de compétitivité économique. Le deuxième point, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut être, entre guillemets, dangereuse dans le cas où il y a des cyberattaques ou qu'elle soit mal configurée. On n'est pas dans un monde effectivement de bisounours, si je puis dire, on n'est pas naïf, il faut être vigilant, encore une fois éveillé, mais pour cela il faut absolument comprendre ce qui se trame derrière l'intelligence artificielle, ce qui se prépare. Il y a aussi au niveau de la robotique, beaucoup en fait expriment des craintes envers en fait les robots. C'est-à-dire que l'autonomisation des différents robots, que ce soit dans les hôpitaux, que de pouvoir se faire opérer par un robot, beaucoup expriment cette crainte. Qu'est-ce qui va m'arriver si le robot, au lieu de viser à gauche, il vise à droite, par exemple. Aussi, au niveau des différents véhicules autonomes, ils expriment aussi une crainte là-dessus. Moi, ce que je leur dis, et c'est le dernier point, c'est qu'il faut absolument se projeter, se préparer. Il ne faut pas seulement, rester inactif, il faut absolument être agile. On parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais il y a encore d'autres technologies qui arrivent. On parle de tout ce qui est réalité augmentée, de pouvoir dans pas longtemps ne plus avoir de smartphone, mais avoir que des lunettes qu'on pourrait porter, ou potentiellement même pas besoin de lunettes. On parle déjà des puces greffées. RFID par exemple. RFID, tout à fait, tout ce qui est nanotechnologie aujourd'hui. Il y a même une technologie qui vient de sortir, c'est qu'elle peut lire les pensées juste en posant certaines électrodes au niveau du cerveau. Donc là, on ne parle même plus en fait de greffer quelque chose ou disons de faire rentrer un corps inconnu dans notre corps, donc dans le métabolisme et au niveau du corps humain. Mais c'est vraiment de l'extérieur. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et je vais conclure là-dessus, c'est qu'elle peut lire ce que nous ne pouvons pas interpréter. Par exemple, une expérience qui a été démontrée aux États-Unis, c'est qu'en 1h30, au sein d'une salle de conférence, il y a eu plusieurs personnes, plus de 100 personnes. En 1h30, ils ont été capables de cartographier les personnalités des personnes présentes. Donc lors de leur interaction, par rapport à leur attitude, par rapport à leur micro-expression au niveau facial. Donc il y a énormément d'enjeux et disons de contraintes, mais il y a aussi énormément de bénéfices. Donc c'est pour ça que j'encourage nos chers auditeurs à absolument s'intéresser, se former et encore une fois, créer pour anticiper ces différents usages. Vous voulez peut-être rebondir, Khaled? Non, voilà, parce que j'aurais dû aussi. Non, mais par rapport aux jeunes exportateurs ou aux exportateurs qui parlent. Maintenant, le ministère des Affaires étrangères, il a formé des attachés économiques, ce qui n'existait pas avant. Maintenant, dans pas mal d'ambassades en Algérie, à l'étranger, des ambassades d'Algérie à l'étranger, vous avez des spécialistes, des attachés économiques. Et ça, c'est très important. Il faut prendre contact avec ces attachés-là. Ils sont dédiés pour accompagner, encadrer plus ou moins les exportateurs qui cherchent à exporter un produit vers une destination. Voilà, c'est très important aussi, en plus des assurances, en plus de l'accompagnement d'Algex ou des encouragements du ministère du Commerce, les ambassades d'Algérie à l'étranger, peut-être pas à 100%, mais je sais ils ont formé plus de 60 attachés économiques qui vont être dispatchés dans les différentes ambassades où il y a des marchés qui intéressent les opérateurs algériens. Bon, Monsieur Khaled, on va mettre de côté un peu les institutions, la législation, le règlement. On va parler de terrain. Quand on est au Sénégal, on veut investir au Sénégal, on met de l'argent pour exister économiquement au Sénégal.
quelles sont les erreurs qu'il ne faudrait pas faire? Vous qui connaissez bien les Sénégalais. Techniquement, vous voulez dire, il ne faut pas vendre sans lettre de crédit. Voilà, moi je ne vendrai pas à quelqu'un qui ne me donne pas une garantie bancaire. Ça, c'est très important. Il ne faut pas vendre sans lettre de crédit. Il faut s'assurer aussi de l'importance du client. Parce qu'un client, il peut être dans une première opération intéressant, mais la deuxième opération, on perd avec lui de l'argent. Ça aussi, il faut éviter. Il y a plusieurs techniques d'exportation qu'on peut apprendre. Maintenant, on fait des formations carrément à l'export. Donc, les incoterms, faut faire attention par rapport aux incoterms quand on exporte une marchandise. Après, il y a différentes manières. Soit on vend, soit on trouve un partenaire. Quand on a un partenaire, ça c'est un autre type d'exportation. C'est-à-dire que là, le gars, il est engagé, l'entreprise en face, elle est engagée avec l'entreprise algérienne pour vendre ou exporter tel ou tel produit, ou alors pour produire sur place. Nous, on voudrait passer aussi à la phase investissement. Des opérateurs algériens sont en train, surtout dans le BTP, dans les services, peut-être pas dans les dates parce que c'est un produit spécifique, mais par rapport à d'autres produits, il y a même des partenariats pour développer de l'agriculture dans les pays africains. Vos principaux concurrents. Pardon? Vos principaux concurrents sur pour la les date. Pour les dates, la Degletnol spécialement, qui est le produit phare. Nous avons les Tunisiens. Après, pour d'autres variétés, eh ben, croyez-moi, on avait les Irakiens, on les a dépassés par rapport à certaines variétés de dates. Les Iraniens, les Saoudiens, ça c'est les Égyptiens aussi, ça c'est des grands pays exportateurs de dates. Les Américains aussi produisent un peu de dates aussi. Donc, mais la Degletnol, elle a très peu de concurrence. Vous êtes confiant pour l'avenir? Vous êtes confiant? Les seuls concurrents, c'est les Tunisiens. Bon, ils ne sont pas faciles et nous aussi, on n'est pas facile. On essaye de trouver, de se respecter sur le marché parce qu'il y a l'éthique. On doit respecter les lois du commerce, bien voilà, et ne pas brader le produit national. Donc on est en train on essaye toujours de faire valoir le label date d'Algérie qui est connu et reconnu par beaucoup d'institutions dans le monde. C'est pas nous, c'est l'OMC, c'est la FAO qui ont toujours classé la date d'Algérie, la Degletnol, comme étant la meilleure date. Ça, c'est par rapport à sa composante, fibres, sucre, saccharose, c'est pas du glucose, donc voilà. Alors, Warda, on reparle un tout petit peu de la donnée numérique et des enjeux de la donnée numérique. J'avais lu un philosophe qui s'était intéressé à la question, qui s'appelle Eric Sadin, lui qui tire un peu la sonnette d'alarme, qui parle de, bien entendu, il met de côté le côté sécurité des données numériques, ça ne l'intéresse pas. Lui, il dit que de toute façon, on a perdu le combat, enfin, c'est selon ses dires. Lui, il parle de perte d'autonomie par rapport à la donnée numérique, c'est-à-dire que avec le temps, on aura plus de données par rapport à certaines personnes et qu'on pourra faire des prévisions en fonction de ce qu'il veut, mais en même temps, il perd aussi sa subjectivité. C'est-à-dire qu'on lui soumet ses choix, il croit que c'est ses choix, mais en fait, on lui susurre ses choix par rapport à un profilage qui est bien mathématisé, on va dire les choses comme ça. Tout à fait, on parle de colonisation des cerveaux. Alors concrètement, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'au niveau des algorithmes, je ne citerai pas les noms de certains réseaux, mais disons qu'ils sont tellement optimisés qu'aujourd'hui on a la capacité, et là je pousse un peu, disons le sujet un peu plus loin, on rentre au niveau de l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire qu'on peut créer du contenu à la volée qui correspond aux critères et à l'appétence en fait de chacun. Donc vraiment au niveau de l'individu. On ne parle même plus au niveau d'un groupe de personnes, on ne parle pas d'une institution ou d'une entreprise. Là, on arrive en fait à descendre à la granularité individu. Ce qui est une force sincèrement inestimable
et sans précédent. Donc au niveau de la donnée, pour revenir à votre question, il faut encore une fois sensibiliser, acculturer, aller au sein des écoles et sincèrement dès le plus jeune âge pour sensibiliser aux usages, leur expliquer de comment utiliser les téléphones et c'est le sujet en fait... Je vous embête pas trop, lors de vos conférences, c'est des questions qui reviennent souvent, c'est-à-dire des gens qui sont un peu sceptiques, qui ont pas peur mais ils se disent attention, qu'est-ce qu'on fait, ils entendent un peu ce qui se dit, les débats sur la donnée numérique. Tout à fait, alors je vous confirme que majoritairement c'est plus des personnes sceptiques qui sont présentes lors des conférences, encore aujourd'hui. On vous embête tout le temps alors? Non, au contraire, moi ça me fait plaisir. Disons que si vous avez l'occasion de lire mon premier livre... Avec plaisir, je le lirai bien sûr. Inch'Allah, avec grand plaisir, c'est L'humain à l'ère de l'IA. C'est un essai philosophique, donc avec une portée philosophique et sociologique sur les enjeux en fait, de ces nouvelles technologies. Et j'imagine en fait, j'imagine autant un monde utopique qu'un monde dystopique. Volontairement, la partie dystopique, je l'ai minimisée. Parce que je souhaite, disons, je fais partie des personnes qui poussent plutôt l'IA et les nouvelles technologies, qu'elles soient bénéfiques pour l'humanité. Donc innover, non pas uniquement pour innover, mais aussi innover pour l'humanité. Donc ne pas penser uniquement en mode capitalistique, mais penser aussi au niveau de l'humanité, car selon moi, chaque brique que nous développons aujourd'hui, que nous concevons, sera soit bénéfique, soit portera préjudice à nos futures générations. Et sur l'Afrique, le numérique, préjudice, alors, ou plutôt va libérer les potentialités, libérer l'Afrique tout bonnement? Alors, pour moi, c'est un avantage. C'est que parfois, c'est mieux de partir plus tard que les autres que de partir parmi les premiers. C'est-à-dire qu'on peut apprendre des erreurs des autres. Mon deuxième livre, qui s'appelle Scrollfall, c'est, disons, l'ambition de ce livre, modestement, c'est d'être vraiment un havre de paix à l'ère de l'hyperconnexion et de l'hyperperformance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup sont addicts aux usages digitaux et j'appelle en fait à serrer le frein à main pour se reconnecter à soi. Nous sommes tout le temps à chercher à être dans toutes les réunions, à être présent, à être disponible, mais on s'oublie en fait. Et on devient en fait mécanique, on devient robotisé. Et à cette ère des technologies, il est absolument nécessaire de s'écouter. Alors attention, je ne fais pas un appel à tout lâcher et à s'oublier et à baisser en productivité, mais plutôt à se structurer, à se discipliner au niveau de nos usages, car il ne faut pas oublier que plus on est conscient de soi, connecté avec soi, et plus on sera productif, et non pas l'inverse. Donc c'est tout l'intérêt de mon second livre, et c'est pourquoi je vous réponds en fait, à votre question par rapport à l'Afrique. Le fait qu'on ait démarré plus en retard par rapport aux autres, on a la capacité d'anticiper ce que les autres sont en train actuellement de vivre, dont l'addiction au digital, comme ce que vous disiez, la colonisation des cerveaux. Apprenons à nos plus jeunes, dès le plus jeune âge, et quand je dis plus jeune âge, c'est vraiment dès la maternelle, à leur apprendre en fait à comment développer, qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que les nouvelles technologies, les encourager un peu avec l'état d'esprit des Américains, c'est-à-dire leur apprendre que l'échec c'est un apprentissage, ce n'est pas un échec, et que c'est pas une fin en soi. Tout à fait, et être limitless, c'est-à-dire être sans limite au niveau de l'état d'esprit, de pouvoir créer, inventer. Et conclusion signée Warda Blaich, spécialiste de la transformation de la donnée numérique, conférencier international. Merci d'avoir répondu présent pour notre petit talk sur 24 News. J'espère à très vite. Merci. Je remercie également M. Khalid El Mouaz, exportateur de dates au Sénégal, qui nous a livré de ces témoignages qui nous ont permis peut-être de mieux toucher la réalité des opérateurs économiques en Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la suite des programmes sur Al 24 News et à très vite.